Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Caroline Fattal, fondatrice de l'ONG Stand for Women et présidente du conseil d'administration du groupe Fattal. Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Lynn. C'est toujours un plaisir. Alors, vous êtes fondatrice de l'ONG Stands for Women, vous êtes présidente du conseil d'administration du groupe Fattal, vous êtes coach en entreprise. Quelle casquette vous préférez? Ah, c'est très dur comme question. En fait, je me vois comme quelqu'un aux multiples casquettes et j'essaye autant que je peux de jongler avec ça. Et je pense que chacune d'entre elles m'apporte une satisfaction personnelle et je pense aussi à un impact social et évidemment économique dans le cas de l'entreprise familiale. Donc, si vous voulez, l'ONG Stand for Women, c'est peut-être quelque chose qui me tient très à cœur parce que je l'ai fondée en 2017 et j'avais senti un besoin en fait à un moment dans ma carrière d'aider d'autres femmes. C'était un moment où je pensais how can I give back? Donc comment est-ce que je peux redonner à la communauté qui m'a tant donné? Et donc c'est une ONG qui a deux piliers en fait, l'aide économique aux femmes et la sororité, donc en fait sisterhood, donc l'aide entre femmes. Et au début, on a commencé avec des actions éducatives sur nos réseaux sociaux. Et puis ça a après évolué, si vous voulez, on en reparlera. Une de mes autres casquettes, donc, c'est d'être aujourd'hui la présidente du conseil d'administration d'une entreprise familiale qui a plus que 125 ans. Je suis la 4e génération avec mes cousins donc, à la tête de cette entreprise. Qui est une des plus connues au Liban, il faut le dire. Vous êtes distributeur de très nombreuses marques. Absolument, des produits de grande consommation, des produits pharmaceutiques et puis des produits de beauté, entre autres choses également. C'est une grande responsabilité et à la fois une grande fierté. On opère dans plus que 12 pays dans la région et on a plus que 3000 employés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me donne, évidemment, me tient éveillée parfois la nuit, surtout dans les circonstances que vivent les différents pays dans lesquels on travaille. Mais ça me donne également énormément de satisfaction d'assurer la continuité de cette entreprise après ceux qui étaient nos prédécesseurs, et aussi de l'unité de la famille. Et enfin, aussi un chapitre donc, dans ma carrière qui me plaît énormément et dans lequel j'ai une passion complète, c'est le coaching. Le coaching en entreprise, donc je coach des femmes et hommes exécutifs à haut niveau, un peu comme le ferait un coach sportif, mais c'est pour en fait dans le domaine de l'entreprise. Et ça vraiment, je sens que quand je le fais, il y a une autre énergie qui se dégage de moi, je le sens même dans mes joues parfois. C'est peut-être à la fois le partage de mon expérience, quoique ça ne doit pas interférer beaucoup dans le travail qu'on fait de coach, mais de pouvoir aider les gens à atteindre le meilleur d'eux-mêmes. Donc, bien sûr. Pour revenir un peu à Stand for Women, donc vous lancez cette ONG en 2017. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait? Alors, bon, c'est vrai que pendant toute ma carrière, j'ai travaillé chez Unilever, une multinationale, pendant 8 ans avant de rejoindre l'entreprise familiale. J'étais souvent la seule femme, ou la première femme. Donc, la première femme directrice des ventes d'Unilever pour le Moyen-Orient, le Pakistan. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, de 2014 à 2020, vous êtes citée dans le classement de Forbes. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, de 2014 à 2020, vous êtes citée dans le classement de Forbes Middle East comme l'une des 100 femmes les plus influentes dans le business. Oui, au Moyen-Orient. Alors, écoutez, voilà, ça aussi, ça a été un facteur. Donc, un premier facteur, c'est que j'ai souvent senti que j'étais seule. Donc, seule femme directrice des ventes, seule à plusieurs niveaux, ou la première femme à faire ça. Et je me suis dit, mais je voudrais aider d'autres femmes. Et puis est venu le classement donc, de Forbes Middle East, où j'ai été classée parmi les 100 femmes les plus puissantes du Moyen-Orient dans le monde des affaires. Et au début, comme
beaucoup de femmes. Je me suis dit, mais ils se sont peut-être trompés, à quel titre je suis dans ce classement. Et puis bon, comme ils ont récidivé plusieurs années de suite, j'ai commencé à prendre conscience que oui, effectivement, l'entreprise pouvait avoir cet impact et moi également. Et je me suis dit, si c'est juste un classement pour satisfaire mon ego temporairement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et comment, à ce moment-là, aider d'autres femmes à rentrer dans ce classement ou en tout cas à atteindre leur indépendance financière, économique. Et puis, pour moi, que les femmes se sentent libres de leur choix, ça a été quelque chose, je pense, qui est en moi depuis toute jeune. Et voilà, donc grâce à Stand for Women, j'ai pu réaliser ça, j'espère, oui. Donc en fait, l'association comprend 2 volets. Oui. Donc il y a un volet que vous appelez Sisterhood. Il consiste en quoi, pour plus de détails? Donc en fait, en français, ça s'appelle la sororité et c'est en fait l'entraide entre femmes. Oui. Et donc on a évidemment vous voyez dans les photos, beaucoup de travail qu'on fait pour aider des femmes, surtout aujourd'hui dans le monde de la micro-entreprise et des entreprises de taille moyenne. Ça a commencé juste après l'explosion du port de Beyrouth. Et en fait, immédiatement, malgré le drame, si vous voulez, j'ai senti que beaucoup d'aides venaient en aide alimentaire ou en aide à la reconstruction, mais qu'il n'y avait pas d'aide pour reconstruire les entreprises et surtout les mini-entreprises qui étaient dans ces quartiers. Et en tant que femme d'affaires, je me disais non, les femmes doivent rester dans leur business et il ne faut pas qu'elles disparaissent de cette microcosme, en fait, de cette belle Bien sûr. région. Et donc, on a fait un appel de fonds, on a fait une étude, en fait, en demandant qui avait eu ces business qui avaient été endommagés par l'explosion. On a eu beaucoup de réponses. Et j'ai créé un fonds donc, qui s'appelle le Fonds pour Marion, qui était ma tante, Marion Rochar Ibrahimchak, qui est malheureusement décédée dans l'explosion. Et je ne voulais pas que sa mémoire ou que son passage sur cette terre passe comme ça, et son décès surtout. Et donc voilà, on a fait le Fonds pour Marion et en son nom, on a pu aider jusqu'à 250 femmes dans ces régions de l'explosion à remettre leur business sur pied. Évidemment, on n'a pas fait ça seul, on a fait ça avec beaucoup de partenaires auxquels je rends hommage partout sur nos réseaux sociaux. Ça a été un travail excellent ou remise à niveau de l'extérieur, etc., ou d'achat de stock, ou de training and development, ou d'aide psychologique. Enfin, on a fait un travail très important. Et là, on continue aujourd'hui dans les zones rurales. Donc, on a eu, il y a 2 semaines, avec aussi une ONG partenaire, un travail à Tripoli. On a aussi, on aide des femmes à apprendre la couture, etc. À Saïda, on va aussi avoir un grand programme à la Beka. Donc, c'est surtout, en fait, donc, dans la sororité, il y a évidemment beaucoup aussi d'événements qu'on fait à l'École supérieure des affaires. Ça s'appelle Parcours de femmes. C'est des événements qui sont gratuits, ouverts au public. Qui consistent en quoi? Donc, il y a 3-4 femmes d'horizons très différents, donc des femmes dans le sport, dans le business, dans le social, qui viennent et qui racontent leur parcours, un peu comme ce que vous faites. Et bon, c'est inspirant et le public est là, pose des questions, écoute. Donc, on a ça une fois par trimestre. Et donc, voilà, ça aussi pour moi, c'est évidemment développer beaucoup ce sentiment. Ces femmes sont des exemples à suivre. Le fait de partager pour ces femmes est très important parce que ça permet à d'autres femmes qui veulent, qui ont peut-être envie de suivre les mêmes carrières que les personnes qui discutent de se préparer plus facilement. C'est vrai, et surtout, ça normalise parfois parce que évidemment ces femmes parlent avec beaucoup de sincérité et donc parfois c'est pas un chemin toujours rose. Bien et sûr. donc se dire qu'on n'est pas les seuls, on normalise, on se dit non, alors elle aussi elle a eu du mal mais elle est quand même arrivée, donc moi je peux le faire. Exactement. Voilà. Et le second volet alors de Stand for Women? Donc c'est l'aide économique aux femmes et puis surtout aussi l'éducation en fait sur les statistiques qui sont quand même terribles. Donc aujourd'hui l'inclusion économique des femmes est uniquement à 23% au Liban. Il y a très peu de femmes dans les conseils d'administration ou à haut niveau dans la hiérarchie. On ne va pas parler de la politique exact, et d'autres trucs. Donc, déjà, parce que quand j'ai commencé, les gens me disaient « Mais Caroline, à quoi ça sert tout ça ?» et en fait, c'est déjà expliquer que non, les chiffres, mais ce n'est pas seulement au Liban, les chiffres partout sont catastrophiques. Et la vitesse à laquelle ça change est plus lent que le pas de la tortue. Donc, si vous voyez, il faut 120 ans pour atteindre l'égalité. Enfin, les chiffres font vraiment peur. Au Moyen-Orient, notamment. Oui, et même partout. Hein, donc, McKinsey, tout ça, ils ont beaucoup de rapports là-dessus. Alors que
les femmes ont ce qu'on appelle le pouvoir du porte-monnaie. C'est-à-dire que c'est les femmes qui font les décisions d'achat et bizarrement, les gens ne le savent pas, mais même pour les achats des voitures, etc., la femme a un rôle très important. Donc, ce que je voulais, c'est créer cette awareness et après, évidemment, aider les femmes qui veulent être dans le monde du travail, que ce soit donc les petites et moyennes entreprises qu'on aide à travers maintenant, avant le Fonds pour Marion et maintenant d'autres initiatives. Et aussi, donc, je coach donc en fait pas mal de groupes de femmes, que ce soit dans le programme qu'on avait préparé à l'ESA qui s'appelle Women in Leadership. Donc le coaching pour qu'elles puissent gravir les échelons du monde de l'entreprise, parce que ça aussi c'est un Bien sûr. labyrinthe. Et ça, c'est dans le cadre, donc le coaching est dans le cadre de Stand for Women ou bien c'est une activité parallèle? Alors c'est une question importante. Tout le coaching que je fais sert à financer une partie de Stand for Women. C'est-à-dire que je donne mon temps. Donc, en fait, ce que je fais avec les écoles de commerce, donc je suis coach accrédité à l'INSEAD et à l'IMD. D'accord. Mais ce que donc, je fais là, de financer, voilà, ça vous permet de financer. D'ailleurs, j'arrivais d'ailleurs à cette question. Comment vous financez l'ONG? Bon, alors, au moment où le Liban a été un peu mis sur la scène internationale, on a reçu des fonds, donc au moment de l'explosion, pour pouvoir aider. Évidemment, c'est ce à quoi on les a utilisés. Mais une chose qui est très importante pour moi en tant que venant du monde des affaires, c'est je voulais que tout l'argent qui nous était donné aille complètement aux bénéficiaires. Et donc, le travail que moi je fais en tant que coach, qui est versé dans l'ONG, sert à financer les frais fixes, donc les personnes qui y travaillent, et s'il y a un supplément, évidemment, à les donner aux bénéficiaires. Mais je voulais vraiment que 100% des fonds qui étaient donnés aillent là où ils doivent aller. Et évidemment, là, je peux dire très clairement que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on reçoit une somme minimale. L'ensemble, on entend beaucoup ça. J'ai vu ça avec la plupart des invités qui sont à la tête d'associations, qu'elles soient des associations pour soutenir les malades du cancer ou pour l'humanitaire. Il y a un gros problème aujourd'hui de financement. Alors vous savez, dans le monde, il y a aussi d'autres priorités. Donc les gens commencent à penser à peut-être aider d'autres régions ou d'autres pays qui sont aussi dans la difficulté. Le budget, évidemment, est plus restreint, mais maintenant, ça nous amène à être beaucoup plus créatifs, à trouver des partenariats, à pitcher tout le temps, même si souvent, c'est difficile de gagner. Mais je garde l'espoir et je me dis, bon, mais avec ce qu'on a comme budget, on fait le maximum d'impact qu'on peut. Mais j'espère qu'un jour, on sera... Mon espoir, c'est qu'on soit vu par des plus grands fonds internationaux qui comprennent l'importance de ça et voilà, qu'on puisse être bien sûr, bien entendu. Non, mais c'est une mission très importante. Pour revenir un peu au coaching, c'est important parce que le coaching c'est un coaching pour les femmes. Alors, j'ai des clients. C'est un coaching en entreprise qui inclut hommes, femmes. Alors, j'ai des clients hommes et des clients femmes. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de travailler avec les deux. Je travaille donc en coach individuel, donc on peut avoir une séance en one-on-one, comme on dit, ou je travaille aussi comme coach de groupe, donc quand il y a des sessions pour travailler avec une équipe ou avec un groupe. Aussi, je suis donc capacitée à faire ça. Et c'est très intéressant parce que j'ai la chance de travailler avec des clients en coaching qui viennent d'Arabie Saoudite, des Émirats, de Jordanie, évidemment du Liban. Et aussi évidemment parfois des gens en dehors de la région. Et c'est beau de voir en fait combien parfois le leadership a beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est de différents pays qu'on n'a pas les mêmes questionnements. Et à la fois combien parfois certains blocages qui remontent, je ne sais pas, ou à des événements récents ou à des événements plus anciens, empêche les gens d'être l'expression totale de ce qu'ils ont envie d'être, et parfois avec quelques petites techniques, quelques petites choses qu'on connaît en tant que coach, de voir la transformation en 6 sessions, parfois c'est fabuleux. Donc c'est une des choses que je fais qui me donne beaucoup de plaisir et de satisfaction, et que je n'ai pas voulu arrêter malgré les autres responsabilités que j'ai. Oui, parce que à part, on va dire Stand for Women, on va dire le groupe Fatal, le coaching, mais vous êtes aussi maman de 4 enfants. Oui. Donc la question qui se pose,
Comment vous faites? Je crois que je suis comme toutes les femmes. Il y a des jours où je suis débordée, il y a des jours où ça va mieux. Euh, je ne veux pas laisser croire que c'est facile parce que ça ne l'est pas. J'ai des enfants merveilleux et ils sont entre 10 ans et 18 ans à différents âges. Euh, je crois qu'en fait, le plus important pour un enfant, c'est de voir sa maman heureuse et épanouie. Tout à fait. Et voilà, donc c'est ce que j'essaye d'être et puis aussi de leur transmettre et puis d'être à leur côté au moment important de leur vie et essayer aussi de, comme on dit, baisser le ton de parfois mon saboteur ou ma culpabilité, je Ouais, crois, ça, c'est qui, une voilà, culpabilité on entend voilà. Mm. beaucoup de femmes en parler, Oui, en fait. Il faut d'ailleurs en parler parce que ça fait du bien et ça permet de voir que il ne faut pas se sentir coupable, en fait. absolument. Enfin, c'est ce que je me dis et c'est ce que, évidemment, je travaille beaucoup avec les femmes avec lesquelles je travaille. Et en fait, c'est de se dire les choses de façon positive. Donc, si je suis en train de faire quelque chose qui, à moi, m'épanouit, mes enfants verront une maman épanouie. Et c'est ça qu'ils veulent avoir, finalement. Pas quelqu'un qui est à côté d'eux tout le temps, parfois, et qui est peut-être pas au meilleur de Au sa forme meilleur de physique et sa forme, mentale. bien sûr. Voilà. Mais est-ce que vous croyez que, d'après, puisque vous rencontrez beaucoup de femmes, on dit souvent aux femmes qui ont des enfants, oh, mais tu n'as pas le temps de faire ce que tu as envie de faire, en fait, dans ta vie professionnelle. Oui, je voudrais que personne ne mette des barrières à qui que ce soit, surtout pas aux femmes en tout cas, de leur dire parce que tu es maman, tu ne peux pas travailler ou tu ne peux pas avoir une activité qui te fait du bien ou qui te fait plaisir. Euh, il n'y a pas d'âge déjà pour commencer, donc même si ceux qui écoutent ont à l'âge qu'ils ont, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Bien sûr. Pour revenir un peu au groupe Fatal, on va dire. Mhm. Donc, vous êtes président du conseil d'administration. Combien de salariés? Plus que 3000, donc sur plus que 12 une douzaine de pays. Donc, c'est une grande responsabilité. Bien sûr. Et c'est aussi, vous savez, les entreprises familiales représentent 85% du tissu économique au Moyen-Orient. Donc, en fait, Oui. c'est vraiment très important, les entreprises de famille. Et elles sont dans beaucoup de pays à des, des- des transformations générationnelles. Et c'est toujours des moments très critiques dans la vie des entreprises Bien de sûr. famille qu'il faut bien gérer les successions. Et donc, au niveau de l'entreprise donc familiale, c'était important pour moi qu'on fasse la bonne succession en termes de gouvernance. Et donc, on a un conseil d'administration formé de 3 membres de la famille, mais aussi de 3 membres indépendants, des gens de très haut calibre qui amènent vraiment beaucoup de compétences dans le conseil. Le conseil a aussi des comités, donc enfin, je ne vais pas ennuyer les gens avec des histoires de gouvernance, mais un comité d'audit et de risque, Non, un mais c'est comité important de... pour eux de voir parce que parfois on entend groupe Fatal qui est un des plus gros groupes au Liban, mais on ne sait pas vraiment comment c'est composé et Mm. comment. Donc, Euh, le conseil a aussi 3 comités, donc ça, c'est aussi la bonne gouvernance. Donc, un comité qui s'occupe des risques et de l'audit, un comité qui s'occupe de la stratégie et des investissements, et un comité qui s'occupe de la nomination et de la rémunération. Et les indépendants donc, du conseil sont les majoritaires dans ces comités. Donc, vraiment, ça met une très bonne rigueur, je vais dire, dans l'entreprise. Et puis, pour la première fois dans notre histoire, donc on a un directeur général qui n'est pas membre de la famille. Et d'accord. donc ça aussi, c'est pour assurer la pérennité, si vous voulez, de l'entreprise au-delà de la famille et de créer une entreprise pérenne dans le temps. Bien sûr, ça c'est Donc, important. voilà. Et au Liban, est-ce que, parce qu'on sait que le Liban traverse une très grosse crise économique, combien est-ce que l'entreprise a été touchée en fait par cette crise? Écoutez, en termes de chiffre d'affaires, évidemment, beaucoup. Je crois comme beaucoup Mais c'est ça, de c'est ça. euh, c'est normal, hein, le consommateur n'avait plus le pouvoir d'achat, la dévaluation, les prix étaient constamment en augmentation. Donc, ça a été, et je veux parler au passé à bon escient pour espérer que ce soit fini, Bien ça a sûr. été une période très, très dure les 4 dernières années entre le Covid, la crise socio-économique, politique du pays. Mais je pense que notre entreprise a montré sa résilience, comme d'ailleurs beaucoup d'autres entreprises qui sont toujours là. Euh, et, euh, et
Unilever, qui est par exemple un de nos fournisseurs, m'a demandé en particulier à faire une conférence à leur cadre sur comment opérer dans les environnements volatiles, incertains, donc VUCA, volatiles, incertains, Explosion du complexes port, crise et économique, ambigus. d'évaluation de la livre. Donc, Ouais, on a un tenir le PhD là. cap, On a voilà. un Combien de PhD. salariés il y a au Liban? On a plus que 1000. Plus que 1000. Donc, il y a quand même 1000 familles. Oui. Et donc, il y a aussi, est-ce que, en tant que présidente du conseil d'administration, vous vous dites parfois, voilà, vous pensez en fait à ces familles, à le volet personnel Tout le temps. qui... Tout le temps, parce que étant une entreprise familiale, il y a une approche personnalisée. Bon, je connais beaucoup des personnes qui travaillent dans l'entreprise. J'en connais un certain nombre, pas non plus, mais parce que ça atteint une taille critique, disons. Mais oui, je crois que tous les matins, quand je me réveille, je pense à eux et je me dis... On sent une responsabilité finalement. Il y a quand même 1000 familles, il y a une crise. Comment surmonter cette crise on ne veut pas seulement des chiffres, mais on veut aussi, il y a une responsabilité éthique, humaine, en fait, et qui est très compliquée aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait le cas. Et on veut, c'est vrai que trouver l'équilibre est difficile. On veut que les gens puissent vivre tout à fait décemment, alors que bon, l'environnement n'est pas du tout, Non, du tout. favorable à tout ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient parfois éveillés la nuit, à moi et aux autres membres du conseil. Mais aussi, peut-être à travers la méditation, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé récemment, peut-être à travers la méditation, j'essaye de toujours avoir cette énergie positive et de voir les choses du bon côté et de me dire, voilà, non, ça va être abondant, on va vivre dans un environnement où tout va être positif. Enfin, j'essaie de me faire ces affirmations il faut méditer. C'est un conseil qu'on devrait donner à toutes les personnes qui nous regardent. Alors, on va profiter de votre présence aujourd'hui avec nous pour vous poser une question qu'on vous pose lorsque vous faites du coaching en entreprise. Quel est le secret d'un leader qui réussit? Alors, c'est une grande question. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique, mais moi, en tout cas, le secret de mon leadership, et je pense que c'est quelque chose d'important chez tous les leaders, c'est d'avoir à la fois ce mélange avec ce qu'on appelle le head, donc tout le côté intellectuel, analytique, etc., le heart, donc le cœur, travailler avec son cœur, et ce que les Américains appellent le gut, et en français, c'est à la fois le courage et l'intuition. Donc pour moi, c'est le head, heart and gut qui... Les secrets d'un bon leader. Ouais. Pour revenir à Stand for Women, si on veut soutenir, comment soutenir l'ONG? Alors évidemment, on a une plateforme, on a notre website, donc standforwomen.org, sur lequel on peut faire des donations en ligne. On reçoit aussi évidemment les donations en comptant si vous voulez nous contacter sur notre compte Instagram qui est I Stand for Women. Et sinon, on a lancé, je pense que vous avez vu certaines photos derrière moi, on a lancé une petite gamme de merchandise, des t-shirts, des notepads, des stickers. Si ça vous plaît, vous avez envie de faire des cadeaux, aussi vous pouvez... Donc, ils envoient une demande sur vos réseaux sociaux. Voilà, et ils peuvent les visuels sont très sympas, en fait. On a beaucoup entendu parler de je ne sais pas qui est le ou la graphic designer, en fait, qui fait ses dessins. Oui. Alors en fait, on a commencé pendant très longtemps avec Yasmine Darwish, qu'on adorait, qui a créé l'identité de Stand for Women. Et maintenant, on a décidé chaque 2-3 mois de donner notre page pour des illustratrices femmes. Donc en ce moment, on a Aphrodite is my sister qui fait les dernières illustrations. Et on très sympa les illustrations, donc j'invite tout le monde à visiter la page Instagram parce que vraiment ça, les couleurs, ça a du peps, c'est positif, les couleurs choisies sont très sympas. Caroline, un message de fin à de jeunes femmes aujourd'hui qui veulent se lancer ou dans l'entrepreneuriat ou bien qui sentent qu'elles n'avancent pas au sein de l'entreprise dans laquelle elles sont. Que diriez-vous? Je dirais d'abord qu'elles ne sont pas seules. Elles ont un groupe de sœurs, elles peuvent nous contacter, que ce soit au Liban ou même au Moyen-Orient. Un, vous n'êtes pas seul. Deux, n'acceptez pas. N'acceptez pas d'être misérable, de ne pas être au meilleur de vous-même. Venez nous en parler si vous avez besoin. Mais sinon, c'est aussi une grande chose, c'est
que je vois, c'est le self-talk, en fait, se parler différemment, se dire je vais y arriver, je vais le faire, je vais demander, je vais. Et donc ça, je dirais, croyez en vous, vous n'êtes pas seul et tout est possible. Alors, on finit sur cette note positive. Merci beaucoup, Caroline Merci, Lynn. Fatal. Un parcours très inspirant. Merci d'avoir été avec nous dans Une femme, une histoire. Merci. Un témoignage très inspirant de Caroline Fatal, fondatrice de l'ONG Stand for Women, présidente du conseil d'administration du groupe Fatal. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec une nouvelle invitée dans Une femme, une histoire. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.